Allez. Est-ce que tout le monde est prêt? Désolé du retard, mais apparemment il y avait pas mal d'embouteillages. Donc du coup, on attend encore pas mal de monde, mais ils arriveront après. Est-ce que tout le monde est assis? C'est bon? Allez, c'est parti, on va commencer. Bon, déjà, merci à tous d'être là, présents. On a commencé il y a 2 ans les Open House avec Mika, et on était une quinzaine dans un petit appartement. Et maintenant, on se retrouve là avec plus de 150 inscrits. Ça va arriver dans un lieu qui est exceptionnel, qui est sympa. Merci à BMW Grand Sud Auto de nous recevoir chaleureusement et gracieusement. Patrick Chen, le directeur. Alexandre Collot, le commercial, et Sylvie Rampal, la responsable communication et marketing de ce lieu qui est extraordinaire. Vous verrez, à la fin, ils prendront la parole, ils vous expliqueront un peu ce lieu, les offres spéciales qu'ils font. Donc je leur laisserai parler. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le concept des open house, l'idée de base est d'ouvrir un investissement locatif ou alors une opération de marchand de biens que nous faisons et d'en expliquer en tout cas les chiffres, la réalité de notre opération, la rentabilité. On a parlé déjà de Airbnb, on a parlé de location, on a parlé de division, on a parlé de plein de choses. Là, on est au 7e aujourd'hui et on va parler d'imposition et comment ne pas payer d'impôts quand on investit dans l'immobilier. Et oui, c'est faisable pour ceux qui ne le savent pas. On a un invité également, on a Grégory Dian, qui est un ami avec qui on se voit sur Paris régulièrement. Il est investisseur immobilier, très aguerri, il investit dans toute la France, il vient spécialement de Lyon, il est de Paris également. Et il raconte ses histoires immobilières aussi sur Instagram. Je vous invite à le suivre, il s'appelle Greg Imo. Et il est également formateur, il a une formation en immobilier. Il vous en reparlera sur la fiscalité si vous souhaitez approfondir. Alors, pour tous ceux qui ne nous connaissent pas, si certains peut-être ne nous connaissent pas ou nous ont découvert via d'autres biais, moi je m'appelle Alexandre Augusto, Michael Sabat. On a créé Terra Capital en 2020. L'idée de base, c'est de s'associer. On est des investisseurs. On a plus d'une 50aine de biens qu'on gère sur Marseille et on a un rythme d'achat d'environ une 20aine de biens par an. Pour acheter autant, il faut visiter beaucoup. On visite de 30 à 40 biens par semaine, entouré d'une équipe de 7 personnes qui visitent avec nous, qui nous accompagnent et qui sont là aussi pour servir nos clients. Fort de ça, on a ouvert il y a 2 ans un conseil en investissement locatif. Donc on accompagne nos clients à investir dans de l'immobilier rentable sur Marseille. Et sur Marseille exclusivement, on se dit ultra spécialisé du marché marseillais. Forcément qu'il y a une partie de notre clientèle qui nous demande de vendre. Donc on a la casquette aussi d'agent immobilier. Et on accompagne nos clients à vendre avec des solutions efficaces pour leur apporter un maximum de visibilité, une estimation la plus précise. Donc voilà notre métier au quotidien. On a également ouvert la partie gestion locative et on accompagne aussi nos clients qui le souhaitent, qui ont investi avec nous sur la partie gestion locative. Ça, c'est pour notre présentation. Alors, comment va se dérouler la soirée? Bonne question. Alors, on s'est pris le challenge il y a pas longtemps de se dire on va essayer d'expliquer la fiscalité immobilière en 45 minutes. Alors, c'est un challenge qui est quand même un peu risqué parce que c'est très compliqué. Je crois qu'il y a des experts comptables parmi nous ce soir. Et donc, on n'a pas cette prétention-là. On ne peut pas se substituer à votre avocat, à votre conseil, à votre expert comptable. On est là uniquement pour retracer notre expérience, terrain, notre vision des choses, essayer de vous expliquer avec des mots simples, parce qu'on s'est aperçu qu'il fallait parler entre investisseurs immobiliers avec des mots simples, mais on ne peut pas être exhaustif, bien entendu. Alors pour cela, après, on laissera la parole pour toutes vos questions. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. On fera le maximum pour y répondre. S'il y a des questions qui sont très techniques et très orientées, on a des experts comptables pour pouvoir y répondre. Ah, pardon. La soirée va se dérouler en 3 parties. Alors moi, je vais faire une introduction, je vais essayer d'être bref. Ça va être la partie la plus rapide. Je vais vous dire quel est le levier qu'on peut avoir avec l'immobilier et comment peut-on capitaliser avec l'immobilier. C'est un levier qui est magique et je vais en parler
Je vais essayer très simplement. La deuxième partie, avec Mika, il va nous parler de l'imposition. On va expliquer un peu l'imposition. On va parler de loueurs meublés non professionnels, pour ceux qui connaissent pas. On va parler de plein de choses et l'impact de la fiscalité, en tout cas, sur l'immobilier. Et la troisième partie, avec Greg, qui va, pour les plus aguerris, qui veulent multiplier, qui veulent optimiser, qui veulent aller plus vite, il va nous expliquer quelles sont les solutions pour aller plus vite et pour pouvoir continuer à investir, même quand on a un taux d'endettement qui est élevé. Alors, comment capitaliser grâce à l'immobilier? Alors ça, c'est une bonne question qui nous tenait à cœur de vous en parler. Généralement, on a trois profils qui veulent investir dans l'immobilier. On a des personnes qui investissent pour des raisons qui sont émotionnelles. J'ai envie d'investir sur le lieu de mon enfance parce que je connais par cœur le prix au mètre carré. J'ai Tati Jeannette qui m'a recommandé de biens parce qu'on connaît bien l'immeuble. Donc ça, c'est une des raisons. La deuxième partie, c'est rationnel. On a des investisseurs qui viennent, j'ai envie d'avoir 7% de rentabilité ou 8%, ou j'ai envie de préparer ma retraite, j'ai envie de capitaliser pour préparer ma retraite, qui serait personnellement le cas dans lequel je suis. C'est principalement pourquoi j'investis dans l'immobilier. Et la troisième partie, j'ai envie d'investir parce que j'ai ma fille qui fait des études, par exemple, à la Timone, donc il faut que j'achète un bien. Au lieu de payer un loyer à un propriétaire, je préfère acheter un bien. Dans les trois cas, on se rejoint tous sur une même chose. On achète pour essayer de capitaliser au mieux et on achète pour essayer de se projeter et de se dire si je revends plus tard, c'est cette question que vous devez vous poser. Est-ce que je vais avoir une plus-value? Est-ce que je vais vendre plus cher ou du moins je ne vais pas perdre d'argent? C'est une question qui est essentielle dans l'immobilier. Il ne faut pas que regarder la rentabilité, il faut regarder aussi la sortie dans l'immobilier. Et ça, c'est très important. Les gens qui achètent pour booster leur fiscalité, et quand c'est votre premier driver pour investir, ça pousse la plupart du temps à faire des erreurs. Parce on achète un produit financier, et on est convaincu, en tout cas c'est au cœur de notre stratégie immobilière, avec Mika, c'est qu'on n'achète pas un produit financier, on achète un emplacement. L'emplacement, c'est le deuxième point. Il faut toujours, quand vous vous posez des questions, si vous hésitez entre un bien et un autre, regardez l'emplacement et regardez quel va être le meilleur emplacement qui va vous permettre d'avoir la meilleure des sorties ou un emplacement sécurisé. Si demain vous voulez le revendre, est-ce que vous avez de la liquidité sur cet emplacement? Est-ce que vous pouvez le vendre facilement? Donc voilà les deux questions à vous poser et en tout cas les principaux drivers que nos clients, pourquoi nos clients investissent dans l'immobilier. Alors, on a trois manières de capitaliser dans l'immobilier. La première, on va chercher une plus-value, ce qu'on appelle la plus-value latente. C'est-à-dire, quand je vais revendre, quelle va être la plus-value sur mon bien, la valeur de vente moins la valeur que j'ai achetée. Et ça va permettre, soit par rapport à l'inflation immobilière, soit parce que j'ai bien acheté, soit pour les deux. Donc ça, c'est la première question, qui est la première réponse, en tout cas, comment capitaliser. Deuxième, le levier bancaire. Oui, c'est un levier exceptionnel. Vous avez un banquier qui va vous prêter de l'argent, vous allez rembourser tous les mois. Et derrière, il y a un locataire qui va payer le loyer. Souvent, il y a pourquoi pas un cash flow si vous avez le loyer supérieur au remboursement ou alors un effort d'épargne, ce qu'on appelle un effort d'épargne, et on va en parler plusieurs fois, si le loyer est inférieur au remboursement. Et le troisième, l'imposition. Vous verrez de quelle manière, avec l'imposition, on va en parler, c'est l'objet de ce soir, on peut capitaliser encore plus d'argent et c'est un levier qui est quand même incroyable. Alors on va passer sur un cas et on va vous montrer juste la différence de capitalisation entre deux biens qu'on achète selon différentes fiscalités. Je ne vais pas rentrer encore dans les détails, mais juste on voulait vous montrer des chiffres parlants. Donc on prend un chiffre, des chiffres qui sont assez réels et assez corrélés au marché, un T2, 32 mètres carrés, que j'ai payé 100 000 euros. Travaux, 20 000 euros, frais de notaire, on a un coût de revient à peu près de 130 000 euros du bien. Je mets un apport de 10 000 et j'emprunte sur 20 ans. J'ai une mensualité de crédit de 730 euros. Maintenant, on passe. Donc, j'ai un loyer qui va être de 750 euros charges compris, 700 euros hors charge, une taxe foncière, j'ai une rentabilité, donc j'ai acheté entre 6 et 7 de rentabilité. Donc la rentabilité, on oublie, c'est la rentabilité brute, c'est la somme des loyers divisée par mon prix d'achat. Ça me donne une rentabilité, c'est un indicateur financier qui est quand même essentiel. Et là, j'ai un effort d'épargne de 82 euros. Alors, on va voir deux chiffres.
Le premier, si je le revends le même prix que je l'ai acheté dans 10 ans. Vous verrez pourquoi le chiffre 10, on va vous expliquer après. 10 ans, c'est généralement la période par laquelle les impôts commencent à se créer. Donc il y a souvent une liquidité des biens pour les investisseurs en nom propre qui est à 10 ans. Donc pourquoi on garde ce chiffre 10 qui est important dans la stratégie immobilière? Je le revends le même prix que je l'ai acheté. On n'a pas parlé de plus-value. Marseille, en 5 ans, a pris 40% de plus-value. Donc là, on ne parle pas de plus-value. Avec le régime meublé dont on va parler après, je génère 0 impôt, j'ai capitalisé à 10 ans 48 000 €. Si j'ai choisi la location nue, c'est-à-dire je n'ai pas choisi entre guillemets le bon régime fiscal, j'ai capitalisé 20 000 €, soit du simple au double. Voilà l'impact que peut avoir la fiscalité sur une opération immobilière. Ça ne veut pas dire que 20 000 € n'est pas bien d'avoir capitalisé 20 000 €, mais 48 000 €, c'est encore mieux. Et là, c'est la question qu'on se pose, et nous, c'est au cœur de notre stratégie, en tout cas immobilière, et c'est ce qu'on voulait partager. Comment je peux capitaliser de l'argent si mon banquier me fait confiance, et comment je peux préparer ma retraite le plus sereinement? On a peut-être une moyenne d'âge ici, on verra après. D'ailleurs, qui c'est qui a investi déjà dans l'immobilier dans la salle, qui peut lever la main pour voir à peu près? Donc voilà, top. Et qui c'est qui comprend la fiscalité immobilière? Bon, c'est bon, on a déjà une salle bien aguerrie qui a déjà investi, donc c'est top. Maintenant, j'ai mon banquier qui me fait confiance, et voilà, nous, comment on raisonne, c'est se dire, nous, personnellement, on a 36 ans avec Michael, et on se dit, ben voilà, à 45, 50 ans, on aimerait bien avoir un capital de côté pour pouvoir préparer notre retraite. Vous savez que quand on est indépendant, on n'est pas bien loti par rapport à ça. Donc on se dit, si j'ai mon banquier qui me fait confiance, c'est que j'arrive à multiplier ce chiffre par 10. C'est pas arrogant d'acheter 10 appartements. Vous verrez qu'il y a des leviers, il y a des solutions bancaires. J'ai pris le bon régime fiscal et j'ai acheté 10 appartements à 130 000 € parce que j'ai un banquier qui m'a fait confiance et j'ai mis 10 000 € d'apport par appartement, c'est-à-dire j'ai 100 000 € de côté. 100 000 € de côté, c'est un très gros chiffre, on le dit, mais la majeure partie de nos clients, vous verrez que nous on voit, c'est entre 20 et 50, 100 000 € à peu près. Ils nous demandent comment je fais pour les placer. Voilà les leviers qu'on peut avoir. Je capitalise en 10 ans 480 000 € avec le bon régime fiscal et 202 000 € avec un régime fiscal qui est un peu moins avantageux. Est-ce que 200 000 €, j'ai pas bien fait d'investir dans l'immobilier? Si, vous avez bien fait d'investir dans l'immobilier, parce que vous avez quand même capitalisé 200 000 €. Mais si on peut optimiser, on optimise, et on monte à quasiment 500 000 €. Donc l'important, c'est d'avoir un objectif de capitalisation. On va venir avec un dernier exemple, pour ma part, sur 2 cas. On s'est posé la question, c'est de se dire, ok, est-ce que c'est bien d'investir, est-ce que c'est mieux d'investir dans 2 biens à 80 000 € à 9% de rentabilité près de Saint-Charles, c'est à peu près ce qu'on va trouver comme offre immobilière, ou est-ce que c'est bien d'investir, ou est-ce que c'est mieux d'investir à 5% de rentabilité sur un bien à 200 000 € qui va être sensiblement la même taille, mais qui va avoir une petite vue mer, qui va être un bien super patrimonial? On a essayé de poser les chiffres et de voir la différence. L'investissement pure rentabilité et l'investissement pure patrimonial. Sur l'investissement pure rentabilité, je vous passe un peu les chiffres, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous avez fait exactement le même prêt à 15 000, 20 000 € d'écart, à 4% toujours. L'un, vous remboursez 1 340 € et l'autre 1 343 €. Donc on est sur exactement les mêmes choses. Si on passe au deuxième slide, vous voyez que les rentabilités sont différentes. L'un, vous avez un cash flow, c'est-à-dire une trésorerie positive de différence entre votre loyer et ce que vous remboursez de 85 €. Et l'autre, vous avez un effort d'épargne qui est énorme, c'est-à-dire vous devez tous les mois rajouter 500 € de votre poche. À première vue, nous-mêmes, on s'est dit, bon, en fait, c'est mieux d'investir dans l'autre. Mais en fait, la question, elle n'est pas si évidente, parce que l'un, vous capitalisez 80 000 € en ayant 2 biens à Saint-Charles, et l'autre, vous capitalisez 56 000 €. Et ça, pour ceux qui investissent, on pourrait avoir un débat. Il y en a qui vont prendre l'un ou l'autre. L'un, vous allez avoir un turnover de locataires qui va être un peu plus, vous allez avoir plus de problèmes, pourquoi pas, plus de dégradation, pourquoi pas des immeubles un peu plus vieillissants, et l'autre un peu moins, parce que vous avez acheté cher. Donc en fait, il y a quoi, 24 000 € de différence sur 24 000 €, si vous divisez par 10 ans, ça fait pas beaucoup, ça fait 2 400 € de frais d'entretien par an. Donc en fait, on s'aperçoit que ces 2 investissements s'équivalent, c'est juste une question de trésorerie. Donc une stratégie immobilière, c'est pas facile de la définir, mais en tout cas, ce qu'on voulait vous dire, c'est que l'élément maître, c'est quel objectif de capitalisation je vais avoir et quel emplacement je vais choisir pour réaliser mes investissements immobiliers. Je vais terminer, moi, avec cette citation qui a été dite par un célèbre philosophe immobilier.
c'est choisir le bon régime d'imposition transforme un bon investissement en très bon investissement. Mais le mauvais régime d'imposition ne transforme pas un bon investissement en mauvais. Dans tous les cas, l'important c'est d'investir. Vous l'avez vu, vous capitalisez 2 fois moins, mais vous capitalisez quand même grâce au levier bancaire et grâce à l'argent des autres. Donc voilà en tout cas cette petite introduction que je voulais vous faire. Je vais vous passer la parole à Mika. Comme je vous l'ai dit, on a 45 minutes. On va essayer d'être court, synthétique. Les questions-réponses seront après. Je ne garantis pas le même timing après parce que ça, on va rentrer bien un peu plus dans le détail. Mais voilà, merci à vous tous et je vais passer la parole à Mika. Merci Alex. En tout cas, c'était intéressant d'avoir son point de vue sur la capitalisation que l'on partage avec Grégory. Merci à tous d'être présents ce soir et je suis ravi de commencer ma partie par l'imposition et la fiscalité. Quand j'ai préparé ma partie fiscalité, j'ai voulu un petit peu parler chiffres. Je me suis rendu compte que démocratiser l'investissement immobilier, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, qui tenait à cœur à Alexandre, qui tenait à cœur à Grégory. Et on voudrait vraiment le démocratiser d'une façon simple, efficace pour tout le monde. La question d'Alexandre qui investit dans la salle, il y a à peu près 50% de l'Assemblée qui investit, un quart qui comprend la fiscalité. Et du coup, je vais essayer d'appliquer des mots simples, précis, pour vous donner toutes les astuces que l'on a compris et analysées depuis une dizaine d'années. On est 3 investisseurs aguerris, puisque nous 3, on représente à peu près 70 lots en détention personnelle pour un patrimoine immobilier d'environ 12 millions d'euros, en partant de rien. Et ça, je le signale parce que la plupart du temps, les clients viennent nous voir et on a toujours l'impression qu'il faut avoir un capital de départ pour investir dans l'immobilier, il faut avoir des gros revenus pour investir dans l'immobilier. C'est de fausses croyances et on aimerait les casser et on aimerait vous donner toutes les astuces pour comprendre l'imposition et la fiscalité. Aujourd'hui, la base de l'imposition, qui n'est pas comprise par tout le monde, même si je pense qu'ici, la plupart des personnes présentes la comprennent, c'est l'imposition sur les revenus. Donc les tranches ont été valorisées à 4,8% depuis le 1er janvier 2024 et elles apportent quoi? Une réponse claire et précise sur l'imposition en fonction de nos revenus. Donc ce tableau permet une chose, de comprendre que pour les petits revenus jusqu'à 12 000 euros, 11 300 euros, on ne paye pas d'impôt. Entre 11 000 et 30 000 euros, on paye 11%. Entre 30 000 et 82 000, 30%. 82 177, 41%. Et au-dessus, 45%. Ça nous permet de comprendre une chose. La première, c'est qu'au-dessus de 177 000 euros, on est imposé à 45%. Et peu importe si vous gagnez 200 000 euros ou 3 millions d'euros par an, vous allez être imposé à 45%. La deuxième des choses, c'est également de comprendre ces tranches d'imposition pour les salariés. Je pense qu'il y en a dans l'Assemblée aujourd'hui. Avec le prélèvement à la source qui a été mis en place depuis 2019, on se retrouve avec une imposition qui est prélevée sur nos salaires et souvent, du coup, un impact que l'on n'arrive pas à chiffrer. Les indépendants, c'est un prélèvement mensuel au forfait en fonction du bénéfice de l'année précédente. Et encore une fois, c'est à mettre en place et à comprendre sur l'imposition. Et je suis le premier pour le savoir parce que ça fait une dizaine d'années que j'accompagne des investisseurs et que moi j'investis dans l'immobilier. Cette phrase et cette fausse croyance, j'ai gagné beaucoup plus cette année que l'année dernière. Je suis passé à la tranche supérieure et du coup, je me suis fait assassiner par les impôts. Complètement faux. On prend un exemple précis. J'ai gagné 85 000 euros et du coup, je suis passé à la tranche à 41%. Mon imposition à 41% va être compris entre 82 et 85 000 euros et je vais bénéficier de toutes les tranches, que ce soit celle à 0%, celle à 11% et celle à 30%. Donc l'imposition est importante, surtout que dans l'immobilier, lorsque vous allez investir dans l'immobilier et lorsque vous allez générer des loyers, ces loyers vont être soumis à votre TMI, tranche marginale d'imposition, et à de la CSG,
qui est automatique et qui est toujours la même, à 17,2%. J'ai eu aussi un raisonnement qui est intéressant quand j'ai préparé mes slides sur l'investissement. J'ai commencé à investir, pour ceux qui me connaissent pas, en 2013. Donc ça fait une dizaine d'années que j'investis dans l'immobilier. La première fois que j'ai investi dans l'immobilier, c'était pour un investissement en loi Pinel. La plupart ont entendu sûrement des vidéos ou des articles de presse avec une mauvaise presse pour l'investissement en loi Pinel et la défiscalisation. J'ai pratiqué la défiscalisation et l'investissement en loi Pinel de 2014 à 2018-2019 et c'était un investissement très intéressant qui aujourd'hui ne l'est plus, mais qui permettait d'économiser de l'impôt tout en capitalisant et en investissant dans l'immobilier. Et j'ai pris le calcul de savoir combien j'avais généré de loyers en 10 ans d'investissement entre 2014 et 2024. Le chiffre est assez fou, même pour moi, j'en reste un petit peu perplexe. J'ai généré à peu près 1 300 000 € de loyer en 10 ans d'investissement immobilier. Et j'ai voulu savoir combien j'avais généré d'impôts sur ce 1 300 000 € de loyer. La réponse est facile et très simple, 0. Je n'ai généré aucun impôt sur mes 1 300 000 € de loyer liés à mes investissements immobiliers. Et encore mieux, grâce à mes 2 investissements en loi Pinel faits au bon moment dans le bon secteur, j'ai économisé 10 000 € depuis 2016 et donc environ 90 000 € de réduction d'impôt. J'ai pris l'exemple d'une personne gagnant 3 000 € par mois. Un client qu'on peut voir souvent, qui a soit la possibilité d'acheter un appartement comptant, soit qui vient d'hériter d'un appartement, qui génère 1 000 € de loyer mensuel, qui est déjà loué en location nue, et la personne n'a pas envie de s'embêter, choisit le régime du micro-foncier. Je vais vous détailler un peu plus tard les différences entre tous les régimes, et pourquoi il est moins intéressant d'investir dans l'immobilier en nu, surtout au microfoncier, plutôt qu'en LMNP au réel. Cette personne qui gagne 1 000 € par mois grâce à son investissement et grâce au loyer, combien réellement il lui reste dans sa poche à la fin du mois? En microfoncier, encore une fois, le but, c'est pas de m'attarder ici sur le microfoncier, mais combien il lui reste sur 1 000 € de loyer par mois? À la fin, il lui reste 400 €. Parce qu'il va générer 47,2% d'impôts, donc 4 000 € d'impôts sur ces 12 000 € annuels, 1 500 € de taxes foncières et 1 500 € de charges. L'idée ici, c'est de vous expliquer l'importance de la fiscalité quand on investit dans l'immobilier et le fait de ne plus dire j'ai 1 000 € de loyer par mois, donc j'ai 1 000 € de revenus supplémentaires. Non, j'ai 1 000 € de loyer par mois, je déduis toutes mes charges, mon imposition, et à la fin, il me reste 400 € si je n'ai pas optimisé mon imposition. On a voulu faire une histoire ce soir. On a voulu prendre un cas concret, on a voulu prendre un cas que l'on rencontre souvent, de Pierre, 35 ans, cadre dans une société qui gagne 3 500 € net par mois, et de sa compagne Marie, qui est infirmière libérale et qui gagne 3 800 € par mois. À eux deux, ils gagnent 7 300 €. Ils ont réussi à économiser un petit peu d'argent sur leurs années sur lesquelles ils ont travaillé, 50 000 €. Ils sont propriétaires aujourd'hui de leur résidence principale, sur laquelle ils ont 1 500 € de crédit, et ils ont fait le choix d'avoir un crédit voiture à 250 € réalisé par notre partenaire BMW. Et aujourd'hui, ils ont envie d'investir dans l'immobilier. Il leur reste une capacité d'emprunt. Comment la calculer? Est-ce qu'ils doivent acheter en nom propre ou en SCI? Doivent-ils mettre un apport? Et combien d'impôts vont-ils générer en investissant dans l'immobilier? Ce sont les questions que l'on rencontre le plus souvent sur les clients qui viennent nous voir et sur les clients qui ont envie d'investir dans l'immobilier. Je vais essayer de démocratiser tout cela et de vous expliquer avec des mots simples tous ces points. Déjà, le calcul de la capacité d'emprunt.
Un client sur deux, lorsqu'il vient nous voir pour investir dans l'immobilier, nous dit toujours la même phrase, je dois voir mon banquier, je ne sais pas s'il y a des banquiers avec nous dans l'Assemblée, mais s'il y en a, ça serait intéressant d'en discuter, je dois voir mon banquier pour savoir combien il me prête pour investir dans l'immobilier. En fait, vous n'avez pas besoin de savoir combien votre banquier peut vous prêter pour investir, vous pouvez très facilement le calculer vous-même. Depuis 2021, je dirais, ou 2020, le HCSF, au Conseil de stabilité financière, a fixé des règles. 35% d'endettement lorsqu'on veut acheter de l'immobilier et lorsqu'on veut faire des crédits. La banque peut, à sa main, avoir 20% de dérogation, la plupart du temps en résidence principale, pour les octrois de crédit. Et cela, du coup, va correspondre, ces 35%, à l'ensemble de vos crédits. Sachez une chose, que vous ayez un crédit immobilier, un crédit auto, un crédit conso, ou même parfois un achat en plusieurs fois sans frais, la banque va le prendre exactement de la même façon. Donc souvent, on a des clients qui nous disent « mais j'ai un crédit conso qui se termine dans 1 an ». Oui, certes, mais le crédit conso de 500 € qui se termine dans 1 an est pris exactement de la même façon qu'un crédit immobilier qui se termine dans 25 ans. Petite astuce, même si aujourd'hui avec des taux avoisinant les 3-4%, ce n'est pas forcément une bonne chose, lorsque vous souhaitez acheter de l'immobilier, surtout en locatif, vous avez la possibilité également de faire un rachat de votre crédit de résidence principale. Lorsque les taux étaient à 1-2%, c'était très intéressant de le faire. Maintenant, si vous avez plusieurs crédits à la conso, crédit auto, ça peut être intéressant. Vous avez la possibilité de faire un rachat de votre crédit de résidence principale en intégrant vos crédits vos crédits conso, vos crédits auto, et de les mensualiser sur 25 ans, ce qui va faire diminuer considérablement votre taux d'endettement. Donc là, Pierre et Marie veulent savoir combien ils ont de capacité d'emprunt avec leurs 7 300 € mensuels de revenus. Et c'est très simple, on le multiplie par 35% et on se rend compte que la somme maximale que la banque va leur prêter est de 2 500 €. 2 500 €, il va falloir enlever leur crédit. Donc on a 1 500 € de résidence principale et 250 € de crédit voiture. Donc aujourd'hui, Pierre et Marie vont avoir une capacité d'emprunt de 800 € si on ne considère pas les loyers encaissés par leur futur investissement. La question qu'on nous pose souvent, ok, aujourd'hui je suis à combien de pourcentage d'endettement? C'est très simple, c'est un calcul en croix. À 2 555 €, je suis à 35% d'endettement. J'ai 1 750 € de crédit, donc aujourd'hui je suis à 23% d'endettement. Il me reste 12% pour investir dans l'immobilier. Si l'on ne prend pas en compte leur investissement locatif, ils vont pouvoir obtenir un crédit à 800 € par mois, qui est un appartement à 135 000 € sur 20 ans, à 3,5 de crédit, plus 0,3 d'assurance. Ce qu'il faut savoir, c'est que la banque prend 80% des loyers quand vous investissez dans l'immobilier. Donc ils vont les rajouter à vos revenus. Donc pour un loyer de 800 €, la banque va considérer que vos loyers vont augmenter de 640 €, ce qui va faire 224 € supplémentaires. Donc sur les 805 € que l'on avait de capacité de crédit, on va rajouter 224 € et on va avoir environ 1 000 € de capacité d'emprunt qui correspond à un achat d'un bien à 170 000 € pour 35% d'endettement. Chose importante et que je voudrais dire à tout le monde ici ce soir, je trouve très intéressant d'aller au maximum de sa capacité d'emprunt. Aucun intérêt que vous gagnez 2 000 €, 5 000 € ou 30 000 € par mois, il est très intéressant d'aller au maximum de sa capacité d'emprunt parce que grâce à la banque, grâce au levier bancaire, vous allez pouvoir investir dans l'immobilier, avoir un locataire qui vous paye un loyer et vous allez pouvoir capitaliser, gagner de l'argent en France grâce à l'immobilier. Et ça, c'est assez exceptionnel et personne ne le signale assez. Donc, je vous invite tous à aller au maximum des 35% de la capacité d'emprunt que peut vous accorder une banque et même plus. Est-ce qu'on achète en nom propre ou en SCI ?
Phrase que l'on entend à 80% des cas, j'ai entendu, mon voisin, mon ami, il a acheté en SCI, c'est plus intéressant d'acheter en SCI qu'en nom propre, pourquoi, comment, j'ai pas compris les intérêts. C'est très simple. La SCI est une société civile immobilière, le nom propre, vous investissez à votre propre nom, quels sont vos objectifs et surtout, la première des questions, quelle est votre stratégie en résidence principale? Est-ce que vous avez un projet de résidence principale à court terme, un projet de résidence principale à moyen terme ou à long terme? Et comment va impacter votre investissement locatif sur votre possible projet de résidence principale? Donc je veux investir dans l'immobilier, mais j'ai une envie quand même de changer de résidence principale à court moyen terme. Quel va être l'impact de mon investissement immobilier sur mon achat de résidence principale? Et on se rend compte que 1 000 € sur un investissement qui rapporte 800 € de loyer vous impacte de 12% sur votre capacité d'emprunt à 35%. Donc c'est à prendre en compte quand on investit dans l'immobilier et surtout quand on a un projet de résidence principale à court terme. Quels sont les avantages et les inconvénients d'acheter en SCI? La SCI permet aujourd'hui d'avoir un calcul, pour les plus aguerris d'entre nous ce soir, en différentiel. J'ai pu en bénéficier, Greg a pu en bénéficier, Alexandre a pu en bénéficier. Entre 2010 et 2020, quasiment 70% des banques appliquaient le calcul du différentiel pour calculer le taux d'endettement. Calcul du différentiel, c'est quoi? C'est très simple. Si à l'époque, vous aviez un investissement à cash flow positif, c'est-à-dire un investissement qui générait un bénéfice entre votre loyer et votre crédit, vous n'impactez pas votre capacité d'emprunt. Chose qui est complètement différente aujourd'hui, où aujourd'hui les banques n'appliquent plus du tout ce mode de calcul, et au contraire, c'est impactant, vous l'avez vu, avec un crédit à 1 000 € sur un investissement locatif, on impacte à 12% de rentabilité. La banque prend en compte le loyer et le crédit. Est-ce que vous avez un projet de transmission par rapport à vos enfants? Vous pouvez donner quelques pourcentages à vos enfants en SCI, ce qui va vous permettre de leur léguer de l'immobilier beaucoup plus facilement. Et, chose très importante également, on n'a pas les mêmes durées d'emprunt en SCI ou en nom propre. On va aujourd'hui, et on a des partenaires bancaires qui sont dans la salle, on va pouvoir faire du 25 ans sur du locatif en nom propre, chose qui est quasiment impossible en SCI, où les banques vont limiter à 15-20 ans avec un apport des frais annexes. Et après, ça sera le sujet de Greg sur la partie SCI vs non propre, le calcul de la plus-value qui est différente et qui est beaucoup plus intéressante en nom propre qu'en SCI. Donc si Pierre et Marie me demandent, ou demandent à Alexandre ou à Greg, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Est-ce que je dois acheter en nom propre ou en SCI? Si j'avais un conseil à leur donner, s'ils n'ont pas de projet d'achat de résidence principale à très court terme dans les 5 ans à venir, c'est d'acheter en nom propre et de profiter de la fiscalité du LMNP, loueur meublé non professionnel. Est-ce que je dois mettre de l'apport? J'ai 10 000, j'ai 20 000, j'ai 50 000, j'ai 100 000 € d'apport. Quel apport je dois mettre dans mon projet d'investissement immobilier? Encore une fois, c'est une question que l'on rencontre à 70% des cas lorsqu'on rencontre pour la première fois des clients. Tout dépend de la stratégie et tout dépend également de l'actualité. Les banques, aujourd'hui, en nom propre, un petit peu plus en SCI, vont nous demander environ 10% d'apport. Les frais de notaire, les frais de cautionnement, les frais de dossier. Et potentiellement, si on peut mettre un peu plus, ça va apporter de la crédibilité sur notre projet. Donc c'est à prendre en compte pour l'apport à mettre dans notre projet immobilier. Et également, on va se fier au taux. En 2020, avec des taux à 1%, on conseillait à tous nos clients de ne mettre quasiment aucun euro d'apport et de faire des crédits à 110%. Les banques étaient d'accord pour faire cela. On pouvait investir sur des assurances vie en fonds euros à 2-3% et on pouvait emprunter à 1%, donc aucun intérêt de mettre de l'apport. Aujourd'hui, avec des taux à 3-4%, la donne est différente. On peut considérer que de mettre un peu plus d'apport va faire diminuer les mensualités, va montrer sa motivation à un banquier, mais attention, toujours garder un matelas de sécurité
sur l'apport que vous allez mettre. Combien d'impôts je vais générer lorsque j'investis dans l'immobilier? On a 50% de l'Assemblée qui a déjà investi et qui s'y connaît en immobilier. Deux façons d'investir. La location nue, la location meublée. Bien sûr, on est partisans de la location meublée avec Alexandre et Grégory parce que c'est un régime fiscal qui est super intéressant et c'est sûrement la dernière niche fiscale actuelle pour investir. Je vais être très simple et je ne vais pas forcément rentrer dans les détails pour ne pas embrouiller les néo-investisseurs et ceux qui ne s'y connaissent pas trop. En location nue, donc ce qu'on appelle revenu foncier, on peut faire du micro ou du réel. Donc sur le micro, on va avoir un abattement de 30% et sur le réel, on va avoir un abattement des charges, des travaux et tout ce qui va être lié à notre investissement. Sur le meublé, attention, il faut savoir que sur de la location meublée, on va quand même gagner 10 à 20% de revenus supplémentaires parce qu'on va pouvoir augmenter nos loyers en meublé. On va avoir également un régime micro à 50% et un régime réel sur lequel on va pouvoir abattre des charges, de l'amortissement, de l'ameublement et des travaux que je vais expliquer un peu plus tard. Je ne veux pas forcément vous embrouiller avec le régime du déficit foncier, mais je veux juste vous expliquer que quand on investit dans l'immobilier, on peut avoir moins d'impôts à payer grâce à son investissement en location nue, en foncier, si on réalise beaucoup de travaux. Souvent on me dit, mais en meublé, du coup, j'ai des gros investissements à faire en termes de meubles. Tout est réglementé et assez simple. Si on doit chiffrer un investissement meublé sur un T2 ou un T3 classique, on va être à 2-3 000 euros de meubles, et c'est assez simple. C'est une literie avec une couette, une couverture, des rideaux, une cuisine avec des plaques de cuisson, un four et un réfrigérateur, et de quoi manger, donc une table, des ustensiles de cuisine et des luminaires. Chose qui est très simple, qui ne nécessite pas un investissement conséquent, et surtout qui est très rentable si on parle de fiscalité. En location nue, si on doit vous parler du régime du coup le plus adéquat, c'est-à-dire le réel, on a pas mal de charges à déduire. Vous l'avez compris, je suis passé très rapidement sur le régime du microfoncier. En location nue, c'est 30% de déduction par rapport au loyer encaissé. Le régime réel, vous allez vous rendre compte très facilement, on est vraiment au-dessus des 30%. Donc il y a très peu de cas où c'est intéressant d'investir en location nue et en microfoncier, sauf si vous avez une très faible TMI et donc vous êtes imposé vraiment au minimum, c'est-à-dire à 0 ou à 11%. Les charges déductibles en location nue sont les frais de gestion locative, les dépenses d'entretien, les travaux, les charges de copropriété, l'assurance, la taxe foncière, les intérêts d'emprunt, l'assurance du prêt. Et vous vous rendez compte que ces charges-là correspondent largement à plus de 30% de ce que l'on peut faire en microfoncier. Pourquoi c'est intéressant d'investir en location meublée et surtout au réel? Donc le réel, vous l'avez vu dans ma slide précédente, 50% d'abattement, mais surtout, je pense que dans l'Assemblée, les investisseurs le connaissent, mais le LMNP va permettre de déduire exactement les mêmes charges déductibles qu'au réel en foncier, plus l'amortissement du bien. Chose qui est vraiment à prendre en compte, et vous allez le voir dans mon dernier tableau. C'est mon tableau comparatif du coup des différents régimes, sans rentrer dans les détails et sans rentrer dans l'optimisation, chose que va faire Greg dans sa partie, mais c'est de comparer en fait 10 000 euros de loyer en régime foncier réel, en micro-BIC ou en BIC réel. Et en fait, on se rend compte que si on investit dans l'immobilier et qu'on en a 10 000 euros de loyer, vous avez déjà vu qu'en micro-foncier, on est très vite limité. Et que dès que l'on va dépasser les 15 000 euros de loyer, on va devoir passer au foncier réel. Mais si l'on a moins de 15 000 euros de loyer, on va avoir un abattement de 30%, ce qui va nous générer 3 300 euros d'impôt. On se rend compte très rapidement que si l'on fait du foncier réel et que l'on a des charges, on va dire, classiques, et sur ces charges-là, je n'ai même pas parlé de travaux, on se retrouve avec une taxe foncière, des intérêts, de l'entretien, de l'assurance à déduire. On n'a plus que 4 000 euros imposables et du coup, on se rend compte que l'on déduit par 2 notre imposition et on se retrouve à 1 800 euros quand on était à 1 300 euros.
pour 2000 ou 3000 euros d'investissement dans des meubles, on se rend compte également que déjà, premièrement, on va pouvoir louer 20% plus cher notre logement, et deuxièmement, on va optimiser au niveau des impôts. Si l'on ne veut pas se casser la tête et qu'on veut faire du micro-BIC, on va avoir un abattement de 50% et du coup une imposition à 2300 euros, qui est 1000 euros de moins que sur le micro-foncier. Et surtout, le régime que l'on va conseiller à tout le monde, que l'on préconise, que l'on applique pour nous-mêmes et qui est une niche fiscale, certes qui peut évoluer aujourd'hui, mais en tout cas qui est la plus intéressante, c'est le LMNP. Le passage du LMP, pour ceux qui ont de gros revenus, on pourrait y revenir dans un second temps lorsqu'on prendra l'apéro, mais ce n'est pas le but de notre entretien aujourd'hui. Mais on se rend compte que sur un loyer de 10 000 euros, on a tellement de charges à déduire, que ce soit en taxe foncière, en intérêt, en entretien, en assurance, et surtout en amortissement du bien. Je ne veux pas embrouiller tout le monde, je ne veux pas non plus vous donner des chiffres que vous n'allez pas retenir, mais ce qu'il faut retenir en LMNP par rapport au foncier réel, c'est qu'on va pouvoir ajouter l'amortissement. L'amortissement du bien, c'est quoi? On va enlever 10% du terrain que l'on ne peut pas amortir, et on va pouvoir déduire tout ce qui concerne le bien. Le gros œuvre, les peintures, le second œuvre, les experts comptables ici présents vont pouvoir nous l'affirmer. Mais si on veut prendre une moyenne, on pourrait la faire sur 25 ou sur 30 ans. On va pouvoir prendre le prix du bien, l'amortir sur 25 ou sur 30 ans. Et qu'est-ce que cela va nous apporter? 5 400 euros d'amortissement que l'on va pouvoir déduire de nos loyers. Et on se rend compte que sur un loyer à 10 000 euros, on a 11 000 euros de charges et du coup, on ne génère pas d'impôt sur les revenus fonciers, sur les revenus BIC en réel. C'est ce que j'ai réalisé sur ce que je vous avais expliqué dès le départ. 1 300 000 euros de loyer. Je n'ai jamais payé d'impôt grâce à ce système, grâce au système des charges, grâce au système des amortissements et grâce au système des travaux qui sont déductibles sur 10 ans. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu et qui suivent l'actualité, l'État est en train de réfléchir à une nouvelle loi finance 2024. Et il y a énormément de choses qui ont fuité sur qu'est-ce qu'elle va retenir, cette loi finance 2024. La première des choses, c'est sur les locations courte durée. Sûrement que plusieurs d'entre vous font de la location courte durée. Et la nouvelle loi finance est entre guillemets contre les locations courte durée. Pourquoi ? Parce que l'on avait un abattement de 50%, voire 71% en location courte durée. Celle-ci peut être, si la loi finance passe, réduite à 30%. Les plafonds sont abaissés également, 15 000 euros pour les locations courte durée alors qu'elles étaient à 77 000 euros. Et surtout, la réintégration des amortissements en plus-value pour les investisseurs aguerris. Depuis 20 ans maintenant, c'est une aberration complète d'avoir la possibilité d'amortir son bien immobilier et du coup de ne pas payer d'impôts sur les loyers encaissés et également d'avoir la possibilité d'avoir une imposition sur la plus-value quasi nulle, voire très faible, en sachant que les amortissements ne sont pas réintégrés. Mes conseils. Qu'est-ce que va impacter cette possible loi finance 2024 pour les investisseurs? Première des choses, il y a une pétition en cours. C'est sympa et c'est bien de le souligner. La plupart des investisseurs, influenceurs immobiliers sont pour cette pétition, pour expliquer que le LMNP existe depuis plusieurs années maintenant, qu'il a toujours bien fonctionné, que c'est dommage d'y toucher. Le deuxième, c'est que pour les investisseurs à location courte durée, est-ce qu'il y a un réel impact sur le changement de régime du micro? Pour moi, la réponse est non. Parce que si vous êtes investisseur immobilier, que vous faites aujourd'hui de la location courte durée, il n'y a aucun intérêt pour vous d'investir en location courte durée, de faire du micro, il faut faire du réel. Et donc du coup, le fait d'être réduit à 30% d'imposition sur du micro en LCD n'a aucun impact sur vous. Il faut faire du réel, il faut faire des travaux lorsque vous faites de la location courte durée. Malheureusement, et je pense que cette loi va être adoptée et qu'elle va voir le jour, les amortissements et du coup l'impact sur l'impôt sur la plus-value
va devoir passer forcément un jour. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la réalité. On ne peut pas gagner d'un côté sur les loyers que l'on encaisse et sur l'imposition, et de l'autre côté sur la plus-value générée lorsqu'on investit dans l'immobilier. C'est avec grand plaisir. J'ai pris un peu de temps, je suis désolé, mais j'espère que j'ai été clair. Et c'est avec grand plaisir que je passe la parole à Greg sur comment optimiser la fiscalité. Ça va, on ne vous a pas perdu? Allez, merci. Je vais essayer de faire rapide parce que je pense qu'on a largement perdu le défi qui était de 45 minutes. Donc, enchanté. On va continuer à parler fiscalité et investissement et on va parler notamment de l'optimisation. Alors déjà, rapidement, ce que je fais, ça fait près de 20 ans que je fais de l'investissement immobilier. Je suis un peu plus vieux que les deux, 45 ans, et j'ai créé une société de courtage en crédit immobilier. J'ai fait ça pendant près de 10 ans. Ensuite, j'ai créé une société de gestion immobilière, gestion locative. Et puis, aujourd'hui, j'essaye de vulgariser au maximum l'investissement immobilier, notamment sur les réseaux. C'est vrai que ça a bien fonctionné sur Instagram, Facebook, etc., où j'ai à peu près 100 000 personnes qui me suivent et j'essaye comme ça de créer du contenu autour de l'immobilier. Vous pourrez retrouver sur le compte gregory.mo. Alors, c'est super ce qu'on vient d'entendre. Je ne sais pas si tout le monde a bien enregistré, bien compris. On aura l'occasion d'en rediscuter. Le LMNP, bien sûr. J'en ai profité, on en a tous profité. Est-ce que ça va durer encore? Je ne pense pas non plus. Donc il va falloir se préparer aussi à se dire comment on peut faire autrement. Et à un moment donné, moi j'ai été confronté à une problématique. C'est-à-dire que j'ai commencé à investir un bien, 2 biens, 3 biens. Et puis au bout d'un moment, la banque elle commence à grincer des dents. Pourquoi? Parce que l'encours il devient très important. Et puis comme on l'a dit, le calcul différentiel, toutes les banques ne le faisaient pas non plus. Donc, à un moment donné, il y a beaucoup plus d'endettement que ce qui est acceptable par la banque. Donc, on peut changer de banque, il n'y a pas qu'une seule banque, mais à un moment donné, on est quand même obligé de présenter tous les crédits qu'on a. Et donc, je me suis dit, il va falloir que je structure les choses différemment. C'est bien de faire du LMNP, c'est bien de profiter de la fiscalité. C'est, on va dire, la martingale d'aujourd'hui. On profite de passer ces amortissements qui vont baisser au maximum les revenus déclarés, si je puis dire, la base imposable, ce qui fait qu'on paye 0 d'impôt. Et en plus, on bénéficie de la plus-value des particuliers et donc exonération totale à 30 ans. Mais à un moment donné, quand il faut passer à la vitesse supérieure, c'est difficile de tout acheter en nom propre. Donc, j'ai voulu aujourd'hui parler de l'investissement en société. Alors, l'objectif d'investir en société, il y en a principalement 3. C'est avoir une fiscalité qui est plus stable, parce qu'on le voit, la fiscalité perso, elle évolue, et souvent pas dans le bon sens. Ne pas payer d'impôts en perso, parce que même si, oui, on vient de l'évoquer, en LMNP, on peut ne pas payer d'impôts, c'est vrai, mais au bout d'un certain temps, on a amorti, et bien là, on va se faire rattraper. Et quand on se fait rattraper, on l'a dit aussi, c'est sur la base du taux marginal d'imposition. Donc ça veut dire que si on garde les biens 15 ans, même en LMNP, le risque, c'est à un moment d'être imposé à titre perso, et là, ça peut faire mal. Et surtout si la réglementation elle évolue et elle change comme c'est prévu de le faire pour peut-être cette année, enfin l'année prochaine. Et puis ne pas être bloqué par le taux d'endettement, ça c'est quelque chose d'important. Moi j'ai été courtier pendant 10 ans et je l'ai bien vu, je me battais moi-même sur mes propres dossiers et je finançais des clients et parfois j'avais du mal à me faire financer. Heureusement que j'étais courtier et que je connaissais un peu plus les rouages de la banque et je savais qui était décisionnaire. Et malgré ce qu'on pense, c'est souvent pas la personne que vous avez en face de vous, pas le conseiller bancaire qui est décisionnaire, mais souvent les caisses de garantie et même plus malheureusement le directeur d'agence. Donc, ces objectifs, je vais vous parler de la SCI à l'IS parce qu'elle peut remplir ces objectifs. Attention, il y en a qui vont me dire, oui, je connais la SCI à l'IS, enfin peut-être, il peut y avoir des inconvénients et on va en parler aussi.
Là, j'ai fait le focus sur la SCI à l'IS, mais on aurait pu aussi parler de la SARL et de l'investissement en société de manière générale. Bon. L'avantage avec la SCI à l'IS, c'est quoi? C'est que déjà, on peut faire tout type de location. Location nue, location meublée et location longue ou courte durée. Chose qu'on ne peut pas faire avec la SCI à l'IR, à l'impôt sur le revenu. D'accord? On ne peut pas louer en meublé en SCI à l'IR. Et puis, alors attention, parce qu'on a parlé LMNP, on a parlé LMP et LMNP, on ne peut pas faire du loueur meublé non professionnel en SCI. Hein. Souvent, on me dit, ah oui, tiens, je veux continuer mon activité loueur meublé professionnel, mais dans une société. En SCI, à l'IS, ça ne marche pas. On pourra en reparler. En SARL de famille, c'est possible, donc c'est une manière de le faire. En société, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est peut-être un peu compliqué, mais SARL de famille, c'est possible. On est toujours dans une démarche d'investir en société. Alors, la stabilité fiscale. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, quand on est en SCI à l'IS, on est sur le régime des professionnels au niveau de l'impôt sur les sociétés. Et cet impôt, il est quand même plutôt stable. Et même, il va plutôt dans le bon sens, c'est-à-dire que depuis 2019, il a quand même baissé avec des tranches qui ont été réduites. Aujourd'hui, on est à 15% jusqu'à 42 500 € de bénéfices. Et au-delà de 42 500 €, eh bien, on est à 25% d'imposition au niveau de la société. Et puis, pour payer moins d'impôts, on utilise la SCI à l'IS. Pourquoi? On en a parlé en LMNP, mais c'est vrai aussi en SCI à l'IS. On va pratiquer ce qu'on appelle l'amortissement pour baisser la base imposable. Là, on va intégrer le prix du bâti, hein, pas le foncier, puisqu'on l'a sorti, 10, 20% souvent, mais on sort le foncier, on va intégrer les meubles, les travaux, etc. On va voir tout à l'heure la liste. Donc ça, c'est vraiment pour baisser la base imposable. Et puis, le taux d'imposition, puisque je viens de l'expliquer, on est à 15%. Même quand on fait du bénéfice, on va être qu'à 15% finalement imposé au niveau de la société. Donc, c'est pas comme en nom propre, où si on est rattrapé parce qu'on n'arrive plus à trouver suffisamment de charges, malgré l'amortissement, eh bien, à un moment donné, c'est sur le taux marginal d'imposition que l'impôt va arriver, et donc rapidement, on va être à 30%. Il faut savoir une chose, c'est que tant que les fonds restent sur les comptes de la SCI, finalement, il n'y a pas d'imposition à titre perso. L'imposition, elle existe, il est vrai, puisque l'argent, il est dans la SCI, c'est une société, c'est une personne morale. Et si on veut sortir l'argent, par contre, là, il y a une imposition. On va en parler juste après. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire? Un peu comme en meublé, loueur meublé non professionnel, on peut déduire quasiment tout. Donc, toutes les dépenses d'entretien, bien sûr, les primes d'assurance, la gestion, etc. Mais ce qui est important, c'est qu'on peut bien sûr déduire les intérêts d'emprunt, comme en location nue, mais on peut déduire les frais, l'amortissement du bien. D'accord ? Et puis, on peut aussi se rémunérer et déduire cette rémunération. Donc, il y a tout un tas de choses qu'on peut déduire, ce qui va faire justement baisser au maximum la base imposable. Rapidement, je voudrais faire un focus sur la différence entre une SCI à l'IR et une SCI à l'IS. Parce que souvent, c'est une question qu'on me pose. C'est OK, je veux investir en SCI parce que j'ai entendu que c'était bien. Pour la petite info, moi, quand j'ai commencé à investir en 2000, à peu près 2005, c'était la mode SCI. Ah, tiens, il faut faire une SCI, ça faisait bien, quoi. Ça faisait professionnel de l'investissement. Et donc, je me suis dit, je vais faire une SCI, quoi. Donc, j'ai fait une SCI à l'IR. Bon, contrairement à toi, moi j'ai payé quand même de l'impôt, et il n'y a que ce bien-là où j'ai payé de l'impôt, et ça fait un moment que je paye de l'impôt dessus. Et sur tous les autres, j'ai acheté en meublé, donc je ne paye pas d'impôt depuis presque 20 ans. Et sur ce bien-là, je me le traîne en SCI à l'IR. Alors c'est vrai que tous les ans, je me dis qu'il faut que je fasse autrement, il faut que je le fasse racheter, etc. Mais voilà, c'était une de mes erreurs de débutant, et j'ai acheté en SCI à l'IR, et j'ai payé de l'impôt. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas adapté à ma situation. Et en fin de compte, c'est ça qu'il faut retenir. Il n'y a jamais personne qui va vous dire « oui, il faut faire ça, c'est la meilleure solution pour tout le monde ». Chaque situation est particulière.
On peut être célibataire, avoir envie d'acheter pour revendre à plus 10 ans, justement, ou alors avoir envie d'acheter pour conserver, pour la retraite ou pour ses enfants. C'est une approche qui est complètement différente. Donc il n'y a pas un régime qui est le meilleur pour tout le monde. Ça dépend de sa situation. Et là, en l'occurrence, dans ma situation, la SCI à l'IR n'était pas du tout adaptée. Pourquoi ? Parce que cette SCI à l'IR, elle est transparente fiscalement. C'est une société, mais comme elle est à l'IR, elle est transparente. Ça veut dire que son imposition, elle est directement sur notre taux marginal d'imposition. Donc les revenus qu'on a vus tout à l'heure en location nue, eh ben, c'est pareil, c'est-à-dire que ça va venir se comptabiliser et on va pouvoir déduire quelque part quelques charges que les intérêts d'emprunt. Parce que l'erreur que certains investisseurs font, c'est se dire « Ok, j'ai 1 000 € de loyer, en face, j'ai un crédit de 1 000 €. Donc c'est bon, je ne gagne rien, donc je ne vais pas payer d'impôt. » Mais non, en fait, il y aura de l'impôt à payer. Pourquoi ? Parce qu'il y a 1 000 € de loyer, mais il n'y a pas 1 000 € de charges. Les charges, ce ne sont que les intérêts d'emprunt. Et quand on a acheté en 2018 à 0,9%, eh ben, les intérêts d'emprunt, ils ne pèsent pas lourd, quoi. Donc du coup, eh ben, on se retrouve avec une capitalisation importante, mais avec un impôt à payer. Et donc, cet impôt en SCI à l'IR, il est réel entre 11 et 45% selon le TMI. Et encore, il faut rajouter à ça la CSG 17.2. Alors qu'en SCI à l'IS, on est sur une société qui est distincte du patrimoine personnel, qui est à l'impôt sur les sociétés. Et donc, il faut que la société fasse du bénéfice pour qu'elle paye un impôt. Et si elle doit payer un impôt, c'est elle qui paye l'impôt. Encore faut-il qu'elle fasse du bénéfice. Ça va être beaucoup plus difficile à la SCI, que la SCI à l'IS fasse du bénéfice que la SCI à l'IR fasse du revenu positif en déclaré aux impôts. Pour information, quand on sort l'argent de la société, de la SCI à l'IS, eh bien, on va être taxé comme n'importe quelle autre société commerciale, flat tax, 30%, sauf si vous avez un taux marginal d'imposition à 11%. À ce moment-là, vous pouvez faire le choix d'être imposé à 11%. Alors, pour ne pas être bloqué par la banque, oui, moi, ça m'a beaucoup aidé, parce qu'à un moment donné, la banque commençait à grincer des dents, et donc, le fait de créer une SCI, et même aussi, par la suite, j'ai créé une SARL de famille, eh bien, ça a permis à la banque de dire, OK, je ne finance plus un particulier, mais je finance un professionnel. Et là, on sort des critères du HCSF. C'est-à-dire, on sort du taux d'endettement 35%. Alors, ce que je vous dis là, c'est vrai pour certaines banques. Il y a certaines banques qui privilégient les SCI à l'IS pour sortir du HCSF, et d'autres qui préfèrent la SARL de famille. Donc c'est pour ça que j'ai fait les deux. Ça me permet, selon la banque, de basculer sur une structure ou sur une autre. Mais en tout cas, on est dans une démarche plus professionnelle. Et en fait, quand on veut passer à la vitesse supérieure, quand je dis à la vitesse supérieure, c'est acheter plusieurs biens par an. Où là, il faut qu'il y ait vraiment un partenaire bancaire derrière qui suive. Parce que sinon, vous allez voir des opportunités qu'on va vous présenter, vous allez vous dire « Oh là là, super alléchant, c'est bon, je signe, je vais voir la banque ». Et là, vous allez vous battre, vous allez vous épuiser, et finalement, vous allez perdre du temps. Et sauf que le vendeur, lui, veut vendre vite. Donc, il faut avoir vraiment en amont un partenaire qui nous accompagne, et pour ça, il faut connaître les règles du partenaire, parce que chaque banque va fonctionner de manière un peu différente. Et donc, ça permet de ne pas être bloqué avec ce taux d'endettement. Pourquoi ? Parce que la banque, elle va considérer qu'on est professionnel. Et donc, elle va regarder le bilan, tout simplement. Alors, c'est sûr que quand on démarre, faut montrer le bilan futur, c'est-à-dire que l'opération, elle va générer tant de revenus, je vais amener tant d'apports, et du coup, il va y avoir un cash flow ou un résultat positif dans la société. Et puis, donc, c'est ce qu'on appelle aussi le calcul différentiel. On en a parlé tout à l'heure, c'est le fait de quelque part d'avoir les revenus qui vont éliminer le crédit. Et ça, dans la société, c'est ce qui va être analysé par la banque. Et c'est vrai que s'il peut y avoir plusieurs biens
qui permettent d'amener du cash flow, ça va vous permettre peut-être à un moment d'aller sur d'autres biens qui amènent peut-être un peu moins de cash flow, mais parce que certains vont compenser. Après, il est complètement possible aussi de créer plusieurs sociétés. Alors, l'inconvénient, il est vrai, c'est un gros inconvénient quand même, c'est la plus-value, le calcul de la plus-value en SCI à l'IS. Donc je vais essayer d'être succinct, et c'est pour ça qu'on dit souvent que lorsqu'on crée une SCI à l'IS, c'est sur du long terme. C'est souvent des biens qu'on veut garder. C'est un peu comme si on se créait une foncière. Eh bien, la SCI à l'IS, le problème, c'est qu'on est sous le régime de la plus-value des professionnels. Et c'est quoi le régime de la plus-value des professionnels? C'est le prix de vente moins la valeur nette comptable. C'est-à-dire combien vaut le bien dans le bilan. Sauf que le bien, dans le bilan, 10 ans après, il vaut beaucoup moins que quand on l'a acheté. Parce qu'on a passé des amortissements. En clair, si on fait un amortissement sur 25 ans, dans 25 ans, le bien il vaut 0. Donc quand on revend, ça fait mal. Donc c'est ça l'inconvénient, c'est pour ça qu'il vaut mieux pas vendre. Donc, exemple, prix d'achat 200 000 €. Si on a passé 100 000 € d'amortissement, le bien il vaut plus que 100 000 au bilan. Et donc si on vend à 300 000, la plus-value elle ne se calcule pas entre 300 000 et le prix d'achat, mais 300 000 moins 100 000. Et donc là, ça c'est un peu lourd, quoi. Et après, derrière, il y a l'impôt sur les sociétés qui va s'appliquer. Donc ça, c'est un inconvénient, je le conçois. Et ça s'ajoute au résultat. Donc après, par contre, ça va faire plaisir à la banque. Il y a un beau résultat. C'est un arbitrage. Mais en tout cas, il vaut mieux éviter de vendre trop vite. Ou alors, il faut calculer, justement, ou alors vendre vite, mais il faut calculer s'il y a eu de l'amortissement. Donc ça dépend si on fait une grosse plus-value, ça dépend s'il y a eu beaucoup d'amortissement, sur combien de temps on a fait l'amortissement, etc. Maintenant, deuxième niveau, je voulais vous parler de la holding. Pour complexifier un petit peu. Alors pourquoi on crée une holding? Parce que souvent on entend, ah oui, tiens, c'est bien de créer une holding aussi. Une holding, c'est une société qui va venir au-dessus d'une autre société, SCI ou autre. Alors déjà, ça permet, si vous voulez, alors je vais résumer, mais tous ceux qui sont entrepreneurs, qui ont une entreprise, peuvent utiliser leur entreprise comme holding, ou alors créer une holding dans laquelle la société commerciale va avoir des parts pour justement réintégrer de la trésorerie. Ça permet quoi? Ça permet notamment de financer des SCI qui peuvent être en dessous de la holding. Ça peut aussi permettre, lorsqu'on veut créer une SCI, puisqu'une SCI se crée à deux, j'ai oublié de le dire, mais c'est important, dans une SCI, on est obligatoirement deux associés, minimum. Mais parfois, on n'a pas envie d'investir avec quelqu'un. Le fait d'avoir une holding permet d'investir seul dans une SCI. Pourquoi? Parce que les deux associés de la SCI, ce sera moi en personne physique et la holding. Donc on peut avoir deux personnes associées dans la SCI, une personne physique, une personne morale. Le fait d'avoir une holding, ça permettra de faire remonter aussi l'argent des loyers dans la holding, ce qui permet de montrer qu'on a une grosse capacité d'endettement à la banque. Ça permet de faciliter et d'aller encore plus loin dans les investissements. Par contre, forcément, c'est un peu plus lourd en comptabilité. Et puis, il faut faire attention quand même à ces jeux d'écriture. Il faut quand même faire souvent des conventions de trésorerie ou autres. Alors, on crée une SCI pour être à plusieurs. Et derrière, ce que je voulais vous dire, c'était, pour moi le plus intéressant dans la holding, c'est de réinvestir les bénéfices qu'on gagne en tant qu'entrepreneur, puisque on le sait, quand on est entrepreneur, on a des sociétés, on veut éviter d'être taxé sur ces sociétés, sur ce qu'on sort de la société. Et c'est vrai qu'il est dommage de sortir des revenus ou des dividendes de la société pour réinvestir cet argent comme apport dans un investissement immobilier, dans une SCI. L'idée, c'est de passer par une holding pour justement permettre de faire passer l'argent dans la holding et pour derrière financer une ou plusieurs SCI.
C'est le fait de vraiment réinvestir ses bénéfices et puis derrière, d'optimiser aussi l'impôt sur les sociétés puisque l'impôt sur les sociétés, on est à 15% jusqu'à 42 500 €, autant répartir les biens pour éviter de dépasser ce bénéfice de 42 500 € si jamais vous faites quand même un bénéfice. Même si on est SCI à l'IS, c'est quand même plutôt rare de faire les bénéfices, en tout cas les 10 premières années. Je vous ai pas perdu là? Ça va? Bon, je crois que j'ai fini de toute façon. Mais pour aller plus loin, parce que je parle de fiscalité, je parle de LMNP, je parle de beaucoup de choses sur les réseaux, donc vous pourrez regarder. Mais pour aller plus loin, je fais aussi de la formation, j'en ai parlé tout à l'heure. Et j'ai un programme, si vous voulez aller voir, si ça vous intéresse, pour aller voir sur le site grégory-imo/formation, où je propose de vulgariser au maximum l'investissement. On parle de crédit immobilier, comment obtenir son crédit. Comme j'ai été courtier pendant 10 ans, j'essaye de montrer aussi qu'il y a certaines choses à faire pour l'obtenir plus facilement. Et puis derrière, la fiscalité expliquée, comme on vient de le voir, finalement, entre le foncier, pourquoi c'est bien dans certains cas pour le déficit foncier, mais aussi la SCI à l'IR, la SCI à l'IS, la SCI de famille, dans le cadre de donations, parce qu'on n'en a pas parlé, mais les SCI, ça permet aussi de faciliter les donations et les successions, parce que les cessions de parts, c'est quand même beaucoup plus simple que lorsqu'on doit vendre un bien. Et donc, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté pendant ces quelques minutes. Ouais. Bonsoir à tous. Bon, nous, on va être beaucoup moins long et on va essayer de vous faire dépenser un petit peu d'argent que ces messieurs vous ont fait économiser. Alors en fait, nous, c'est BMW Grand Sud Auto, le groupe Bruchier. Il y a 2 concessions BMW à Marseille, donc on est, on va dire, les meilleurs. Donc BMW Grand Sud Auto, c'est pas que la marque BMW, on a aussi Mini sur le même boulevard, un petit peu plus haut, et on a l'ancien site Mini sur Michelet, qui est maintenant un grand pôle occasion. Comment ça marche? Le vert. Donc la présentation des différents sites. BMW s'efforce à travailler sur l'intégralité de sa gamme, sur plusieurs solutions de motorisation. On part de l'essence pure ou diesel, du thermique, on part de l'hybridation légère pour aussi parler un petit peu de fiscalité automobile, c'est-à-dire réduire aujourd'hui l'État, met de plus en plus de taxes sur les véhicules, on appelle ça taxe CO2 ou malus, taxe au poids qui arrive aussi, qui existe déjà cette année et qui arrive l'année prochaine, et bonus écologique, l'État donne un petit peu d'argent sur les véhicules électriques. Donc BMW travaille sur de l'hybridation légère, c'est du thermique avec une petite hybridation pour réduire les émissions de CO2, de l'hybride rechargeable, du 100% électrique, et peut-être que ça continuera de l'hydrogène. Chez BMW, on a pas mal de nouveautés qui arrivent, qui sont déjà sorties ou qui arrivent. On a du BMW X1, vous avez les différents modèles qui sont ici. Vous avez BMW X2. On a le nouveau BMW X3 qui arrive au mois de novembre, qui se fera en thermique hybride avec des livraisons de 2025 et électrique en fin d'année 2025 sur une nouvelle plateforme. On a, grâce au développement de BMW de l'électrique, on garde quand même l'ADN de la marque et la sportivité. Et BMW sort cette année la sportive berline la plus puissante du marché, 750 chevaux, la M5 hybride, qui pour les plus chanceux qui l'achèteront cette année n'auront pas de taxe CO2. Et, pardon, bon, tant pis, c'est bon. On a une petite surprise. Cette surprise, on va vous la présenter ce soir en avant-première. On la découvrira ensemble tout à l'heure. C'est le produit phare de chez BMW, c'est la nouvelle série 1. On va vous la présenter tout à l'heure. Je vais vous demander juste quelque chose de très important. Le véhicule n'est pas encore sorti. Le lancement officiel, c'est fin du mois, c'est exactement le 5 octobre.
Il n'y a pas de lancement qui a été fait en concession, il n'y a eu que des close rooms. Donc on vous demandera, on va les dévoiler. C'est la première fois qu'on fait une présentation au public du véhicule. On n'est même pas, normalement on n'a pas le droit de les avoir dans le showroom. On va vous les débâcher, mais si possible ne pas prendre de photos. Parce que si ça sort sur les réseaux, nous on va être embêtés. Ça y est, c'est bon. On parle aussi un petit peu de fiscalité. Donc chez BMW, on fait pour les particuliers et les professionnels. On a une offre en ce moment sur X2. On arrive à faire, donc avec toutes les économies qu'on arrive à vous faire mensuellement avec Terra Capital, on arrive à proposer le nouveau X2. Donc c'est un exemple d'offre. On est sur une version 100% électrique, proposée à un prix de base à moins de 47 000 €. Donc on a droit au bonus écologique jusqu'à la fin de l'année. Et donc sur une offre de location avec option d'achat, sans apport, un véhicule qui est très bien configuré en finition M Sport, à 540 € par mois, sur 3 ans, 10 000 km par an. On fait aussi des offres pour les professionnels. À savoir que pour les professionnels, on peut parler aussi beaucoup de fiscalité. On arrive aujourd'hui, en jouant sur les amortissements, à faire que votre X1 ou X2 soit amorti en totalité. Ça veut dire que vous allez pouvoir passer l'intégralité de vos loyers en charge sur ce type de produit en 100% électrique. On a un pôle Business Center qui est représenté par Bernard. Bernard s'occupe des professionnels à plus gros volume ou tout ce qui est traitement par lower. Il est aussi présent dans la salle ce soir si besoin. On a aussi la marque Mini. Donc pareil, Mini, c'est pas mal de nouveautés cette année. Ils ont vraiment changé toute leur gamme. Une toute nouvelle petite Mini qui existe en 3 portes, 5 portes, qui se fait en essence ou en 100% électrique. On a le nouveau Mini Countryman qui est présenté ici, vous pourrez découvrir tout à l'heure. Et il y a une nouveauté qui arrive au mois d'octobre aussi, qui est une transition entre la Mini classique et le Countryman. Ça va s'appeler Mini Aceman et ça sera un modèle 100% électrique. Avec donc notre nouveau partenaire Terra Capital, on a mis en place une offre particulière. Donc si vous venez à travers Terra Capital, vous aurez une opération complémentaire, une remise complémentaire, un taux de financement différent à un client lambda. J'espère avoir été court. Et si vous avez des questions pour Terra Capital, on est là, ils sont là, parce que moi je ne pourrais pas vous aider. Pour l'automobile, on est là. Et puis après, on se retrouve au cocktail et pour vous présenter la petite surprise. Merci pour votre écoute. On a essayé d'être au maximum audible et le plus simple possible dans toutes les explications que l'on vous a données ce soir avec Alexandre et avec Grégory. On a conscience que parmi l'Assemblée, il y a des néo-investisseurs, des investisseurs aguerris et des investisseurs très aguerris. Ce que l'on vous propose maintenant sur 10 minutes, un quart d'heure, c'est de répondre à toutes vos questions. Il n'y a aucune question bête ou aucune question auquel nous n'avons pas envie de répondre. Si nous n'avons pas la capacité de répondre et les compétences pour répondre, on a 1 ou 2 experts comptables ici présents avec nous qui pourront vous aiguiller. Mais du coup, on est complètement ouvert à vos questions, que ce soit des questions de néo-investisseurs ou des questions d'investisseurs aguerris sur la fiscalité et sur vos propres investissements. S'il n'y a pas de questions, on peut aller boire un coup, mais n'hésitez pas, vous pouvez lever la main et répondre. Ça sera avec plaisir qu'on répondra à vos questions. Attends, peut-être qu'on va lui apporter un micro. Apparemment, dans le projet de loi finance, ils souhaitent supprimer la capacité de faire de l'amortissement en LMNP. Oui. Tout court. Et ça en est où? Est-ce qu'on a des nouvelles? C'est une très bonne question. Comme je l'ai expliqué lorsque j'ai fait mon intervention sur les LMNP, ça fait plusieurs années qu'on a cette niche fiscale qui est super intéressante en LMNP, c'est-à-dire de pouvoir appliquer de l'amortissement pour ne pas payer d'impôt sur les loyers et également de ne pas compter sur ces amortissements sur l'impôt sur la plus-value. Aujourd'hui, c'est remis sur la table, ce qui
complètement normal et classique, et sûrement ça aurait dû être remis sur la table il y a déjà plusieurs années. C'est quelque chose qui est en cours, c'est quelque chose qui pourrait ressembler à la SCI à l'IS dans le fonctionnement, et c'est sûrement quelque chose qui verra le jour, soit l'année prochaine, soit dans les années à venir, mais en tout cas, c'est quelque chose à prendre en compte dans son investissement, que l'on soit en LMNP ou que l'on soit en SCI à l'IS, ça sera exactement la même chose sur la plus-value, entre plus-value des particuliers et plus-value des professionnels. D'accord. Et juste, une fois qu'on a des biens qui sont déjà en amortissement, il se passe quoi avec ces biens ? C'est très simple, une fois qu'on a un bien en amortissement, sur lequel on a réalisé des amortissements, il y aura un amortissement qui sera gelé au moment de la plus-value, et cette plus-value sera calculée en fonction des amortissements réalisés depuis l'achat du bien. Mais c'est intéressant parce que là on parle politique, donc on n'est surtout pas là pour faire de la politique, mais on a parlé, il y a l'amortissement à l'MNP, donc pour ceux qui l'ont compris, ça risque d'impacter énormément lors de la revente, mais Greg a parlé aussi d'une grosse mesure qui est quand même gouvernement dépendant, la flat tax, hein, qui est quand même un cadeau qu'on a eu pendant pas mal d'années, pendant 10 ans, et selon le gouvernement qui passe ou les lois qui passent, si la flat tax n'est plus là, il va y avoir une sacrée imposition quand on veut sortir l'argent d'une société. Donc c'est pas que pour les riches, on l'a vu, c'est aussi pour quelqu'un qui a juste un bien avec une SCI et qui a envie juste de prendre un peu d'argent de sa SCI, parce que et ça c'est voilà, c'est dépendant du gouvernement. Donc voilà, juste faire attention à qui on vote parce que ça a de gros impacts fiscaux. Si je peux rajouter quelque chose, je pense qu'aujourd'hui, la problématique du LMNP, c'est que ça crée un déséquilibre entre les locations nues et les locations meublées. On en entend partout. Alors, il y a le problème de la location courte durée qui impacte aussi le marché. Mais le fait que tout le monde aille dans cette niche fiscale du LMNP, bah là, on se dit, mince, il n'y a plus de possibilité de louer en nu. Et ça crée des problèmes. Et là, c'est vrai que le gouvernement se dit comment on peut inverser la tendance. Et malheureusement, bah, il tape là où ça fait mal. Pour l'instant, il n'y a pas de proposition de loi très concrète. Aujourd'hui, il y a eu au mois de juillet, il y a eu un rapport qui a été établi, qui est ce qu'il est. Il y a des choses intéressantes, d'autres qui n'ont pas de sens. Donc je pense que tout ça est un peu encore flou. C'est difficile de se projeter sur ce qui va être décidé. Je pense qu'une fois que les lignes et les propositions de loi seront là, et ben, il sera temps de se dire ah bah, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je bascule en SCI ? Bon, ça va être compliqué parce qu'il faut revendre avec les frais qui vont derrière. Mais peut-être qu'il y aura quelque chose pour ceux qui ont déjà investi depuis longtemps, une transition, etc. Mais je suis certain que s'il y a une modification au niveau du LMNP, il y aura une modification au niveau de la location meublée, nue, pardon. Parce que on l'a vu aujourd'hui, la location nue, c'est vrai que c'est un peu confiscatoire au niveau de l'impôt. Je suis certain que la fiscalité au niveau de la location nue, eh ben, sera meilleure qu'aujourd'hui. C'est mon niveau. Effectivement, il commence pour la location nue. Bon, pour ceux qui en ont, il y a quand même des dispositifs gouvernementaux dans lesquels le Locapass, par exemple, hein, qui est pareil, c'est des dispositifs pour de la fiscalité pour la location nue. Donc, je vous invite à vous renseigner aussi sur ça. J'avais tendance à hésiter entre loueur meublé professionnel et SCI à l'IS. Et je m'étais rendu compte qu'au final, j'y voyais quand même des avantages au loueur meublé professionnel, dans le sens où au bout de 5 ans, ouais. Sur les 2 dernières années, quand on n'a pas dépassé 90 000 euros de CA, on n'avait pas d'impôt sur la plus-value, sur une partie qui était amortie, etc. Et c'est vrai que moi, j'avais fait le choix du coup de passer sur du LMP parce que finalement, j'y voyais plus d'avantages que la SCI à l'IS. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, alors là, on va rentrer dans quelque chose d'un peu technique, mais je vais essayer d'y répondre. Mais ce que j'en pense, c'est que je suis passé en LMP aussi, par définition, puisqu'en fait, on passe en LMP automatiquement lorsqu'on a plus de 23 000 euros de revenus locatifs, charges comprises, et que ces revenus représentent plus que les revenus d'activité. D'accord ? Donc forcément, on est passé en LMP, toi aussi je pense, donc on est passé en LMP. Donc oui, il y a certains avantages, mais quand même beaucoup d'inconvénients, même en LMP. Le principal inconvénient, ce sont les cotisations sociales déjà, c'est-à-dire que dès qu'on est en LMP, eh bien, l'URSSAF,
vous appelle, enfin vous envoie un courrier plutôt, et il faut payer, quoi. Et donc même quand on est en déficit, c'est-à-dire même quand on a un résultat de 0 parce qu'on a passé tout l'amortissement, on est quand même obligé de payer l'URSSAF. Le minimum forfaitaire de 1200 €, je crois. Hein. Bon, ça, on est obligé de payer. Et à un moment donné, quand on va faire du bénéfice, on va payer des cotisations sociales sur le bénéfice. Maintenant, oui, exonération de la plus-value. Alors, en LMP, il y a une plus-value à court terme, une plus-value à long terme. La plus-value à court terme, c'est en fin de compte la somme des amortissements. Et la plus-value à long terme, c'est la plus-value qu'on connaît classiquement, prix de vente moins prix d'achat. Et oui, il y a une exonération après 5 ans, mais il faut être en dessous de 90 000. Donc, encore une fois, si on a envie de développer, il y a un moment, c'est un peu compliqué. Et puis, il y a quand même, malgré cette exonération, mais là, il faudra aller voir ceux qui connaissent bien la comptabilité. Je ne suis pas comptable, je ne suis pas avocat fiscaliste non plus. Mais il me semble, à confirmer, qu'il y a quand même des cotisations sociales sur la partie des amortissements, c'est-à-dire sur la plus-value à court terme, même quand on est exonéré, a priori, de plus-value après 5 ans. On se posait la question d'ailleurs, est-ce que c'était le cas, ces paiements de cotisation, après 15 ans, puisque en LMP, lorsque on a plus de 90 000 € de revenus et qu'on ne peut pas bénéficier de cette exonération de plus-value après 5 ans, eh bien on peut malgré tout compter sur le fait d'avoir une exonération au bout de 15 ans. Quand même, parce qu'on passe 10% tous les ans, on peut être exonéré au bout de 15 ans. Mais là, à voir, est-ce que les cotisations sociales elles sont dues quand même? Je ne sais pas, il faudrait demander au comptable. Mais après, SCI, LIS ou LMP, mon cœur balance. Ça dépend. Ça dépend de la situation en fait de chacun, et ça dépend aussi sur quelle structure. Est-ce que les biens ont été achetés en nom propre? En fin de compte, c'est ça la différence. Encore une fois, quand on va se faire financer par la banque et qu'on arrive et qu'on a 25 biens et donc 25 crédits et un dossier gros comme ça, et donc on est en LMP, c'est-à-dire tout achat en nom propre, la banque elle peut être un peu plus réticente que des structures avec des SCI, une holding au-dessus. C'est plus propre et il y a de la circulation de trésorerie qui est plus clair peut-être. En tout cas, on peut tout remettre au niveau de la holding. Voilà, c'est tout. Après, on peut aussi faire du LMP en SARL de famille, mais là, je ne vais pas revenir là-dessus. Merci beaucoup. Si je peux juste apporter une précision sur le LMP, pardon. Je pense que ça ne cible pas grand monde ici dans l'Assemblée, mais j'ai été confronté il y a quelques années sur le passage LMNP et LMP. Je me suis battu pendant 4-5 ans, et mon expert comptable est présent aujourd'hui avec nous, pour rester en LMNP. Donc, c'est-à-dire que je me suis versé des salaires correspondant à des montants plus importants que mes loyers, qui étaient également importants pour rester dans ce régime, parce que j'avais cette sensation que le passage en LMP allait être catastrophique dans mon cas. Chose qu'en fait, ce n'est pas du tout catastrophique comme on peut l'entendre. Vous l'avez bien compris, et c'est l'objet aussi de notre conférence ce soir. L'État limite l'accès à l'information, que ce soit pour l'imposition, que ce soit pour les déclarations et que ce soit pour l'investissement, dans un but assez précis, c'est que les gens ne soient pas au courant des niches fiscales sur lesquelles ils peuvent investir, et au contraire d'investir de la façon la plus facile, la location nue, en micro, pour payer le maximum d'impôts. Donc pour ceux qui sont dans le cas d'avoir du LMNP qui reste conséquent et qui pourrait passer en LMP, ce n'est pas du tout catastrophique. On pourrait en parler autour d'un verre tout à l'heure, mais en tout cas c'est intéressant. J'ai franchi le pas il y a quelques années de ça, Greg aussi, et c'est pas si catastrophique que ça de passer en LMP quand on est loueur meublé non professionnel. Du coup, j'ai une question sur la CFE du coup concernant les appartements LMNP. Du coup, c'est pour savoir si vous avez des infos là-dessus, car depuis 2 ans, je me mets à payer cette CFE. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je pourrais faire intervenir Michael sur cette question. Donc la CFE, cotisation foncière des entreprises, lorsqu'on investit en LMNP. Je ne veux pas non plus prendre un parti pris et dire n'importe quoi, mais il y a encore 2-3 ans, on ne payait une CFE que sur l'ensemble de notre parc immobilier en LMNP.
Aujourd'hui, les choses ont changé et la CFE se paye par bien immobilier. Et c'est une chose très importante et à prendre en compte, c'est que vous devez payer une CFE par bien immobilier, qui peut paraître très importante, parce qu'on parle de CFE entre 500 et 700 ou 1000 euros par bien immobilier, qui peut vraiment changer votre rentabilité et à prendre en compte dans votre investissement avec la taxe foncière, avec les charges de copropriété. Donc aujourd'hui, ta question, elle est très bien, elle est très intéressante. Oui, on doit payer une CFE par bien immobilier. Il y a encore un vide juridique par rapport à ça, mais la réalité, c'est qu'une CFE doit être payée en LMNP par bien immobilier. Et est-ce que tu me confirmes, Mika, cette donnée Voilà. Et on n'a pas d'informations concernant le calcul de cette CFE? Je ne veux pas non plus dire de bêtises par rapport à ça. C'est des calculs qui sont complexes. Mais si on doit prendre une moyenne, on va dire qu'une CFE est égale à la moyenne locative que peut avoir le bien sur un mois. Donc si on prend un T2 de 35 mètres carrés à Marseille qui pourrait être loué 700 euros, on va avoir une CFE de 700 euros à peu près. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On t'écoute. Alors moi, ce serait une question un petit peu plus basique pour les néo-investisseurs justement. Le cas des RP, j'ai acquis personnellement mes RP il y a 2 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne suis pas plus limité dans le cas de nouveaux investissements vu que j'ai déjà une capacité d'emprunt qui est un peu élevée? Est-ce que je ne suis pas plus limité dans la possibilité que j'aurai, c'est-à-dire forcément de passer peut-être par une SCI ou même une holding pour investir? Ou alors d'être à plusieurs si jamais je m'associe? Vous, dans votre cas, par exemple, est-ce que ça aurait peut-être pas été mieux de ne pas acheter une RP? Ou à l'inverse, est-ce que c'est pas plus intéressant pour construire son patrimoine et ensuite passer en société? Ouais, c'est une bonne question, mais c'est difficile d'y répondre, je pense comme ça, en tout cas pour ma part. On est tous, je crois, propriétaires là, notre résidence principale. Donc la question, si je la reformule, c'est est-ce que tu aurais dû acheter ta RP ou alors maintenant, est-ce que c'est compliqué d'investir, c'est ça, vu que tu as acheté ta résidence principale? Ça, c'est des questions qui sont un peu personnelles à chacun. Moi, personnellement, d'en parler, moi, je prône en tout cas l'investissement en RP, parce que c'est le moyen le plus rapide, en tout cas, de capitaliser, j'y reviens sur la première partie, de capitaliser beaucoup d'argent. Généralement, les investissements qui sont faits en RP prennent de la valeur, parce que les gens se sentent chez eux, et donc du coup, ça prend de la valeur, les gens ont bien acheté. En plus de ça, on n'est pas, si on revend, donc la plupart des gens ici, si on est de Marseille, on connaît tous des gens qui ont acheté et qui ont revendu avec l'inflation immobilière sur Marseille, donc on fait des belles plus-values qui leur ont permis d'être réinvestis. Le calcul, il y en a beaucoup qui disent oui, investissez, louez votre RP pour investir à côté dans l'immobilier locatif. Moi personnellement, je trouve que c'est un mensonge. Pourquoi c'est un mensonge? Parce qu'en fait, on vous dit de dire à votre banquier que vous allez acheter pour y vivre dedans. En fait, vous n'y vivez pas dedans. Donc, du coup, vous bénéficiez d'un taux RP et d'une durée d'RP. Et après, vous multipliez les investissements en disant à votre banquier à chaque fois que vous allez vivre dedans. Si je dois résumer, c'est ça. Je ne suis pas forcément pour. Moi, je suis pour acheter sa résidence principale et derrière aller voir des investissements. Grégory l'a bien mentionné. Si on est limité par sa capacité d'investissement, déjà aller voir plusieurs banques. Il y a des banques quand même qui étudient différemment. Il faut savoir que HCSF, c'est des recommandations, ce n'est pas une loi. Donc les banques peuvent y déroger, ça vous devez le savoir. Donc, allez voir plusieurs banques, regardez la décision des banques. Souvent, il y a des banques, si on doit parler un peu plus du sujet bancaire, il y a des banques qu'on connaît qui ont une décision en agence jusqu'à 200 000 euros. Donc, ils n'ont pas besoin de faire. Donc, si elle vous fait confiance et votre confiance, elle va vous prêter et moins regarder. Sinon, après, si vous êtes limité, achetez un SCI. La SCI, pour moi, c'est le dernier recours. Mais dans tous les cas, c'est bien. Même l'imposition ou pas l'imposition, je pense que c'est bien d'acheter dans tous les cas. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. C'est un peu compliqué de répondre à cette question-là parce qu'il faut étudier un peu le dossier et voir quel type d'investissement. Mais oui, après la RP, je conseille la RP, moi en tout cas. Je vais apporter une petite précision pour les personnes qui ne sont pas au courant, c'est que l'achat en RP et la revente RP, lors de la revente,
on n'est pas soumis à l'impôt sur la plus-value sur la revente d'une résidence principale. Chose pareille qui pourrait changer dans les années à venir, mais en tout cas qui permet de faire une culbute entre son achat et sa revente en résidence principale. On a énormément de gens qui nous contactent pour faire des opérations de marchand de biens. On leur conseille souvent de commencer par une première ou une deuxième opération en nom propre et encore mieux en résidence principale parce que c'est le seul moyen de ne pas payer d'impôt sur la plus-value lorsqu'on investit dans l'immobilier. Donc pour répondre à ta question, je pense que tous les trois on est partisans de l'achat de résidence principale et pas de location de résidence principale parce que l'achat de résidence principale permet de se créer de la trésorerie, de se créer de l'épargne avec une revente à court, moyen, long terme, avec une plus-value et surtout avec le fait de ne pas avoir d'imposition sur la plus-value en résidence principale. Tu l'as compris, l'investissement, oui, peut être bloquant en nom propre lorsqu'on a déjà un crédit en résidence principale, mais le fait de passer en SCI peut te permettre d'investir dans l'immobilier tout en étant propriétaire de ta résidence principale. Le fait d'être multibancarisé, encore une fois, aussi peut te permettre de continuer les investissements, en sachant que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans notre conférence, mais une banque considère l'encours de crédit sur elle-même lorsqu'elle décide de l'octroi d'un financement ou pas. Donc une banque qui vous a permis d'investir 200, 300, 500, 1 million d'euros de crédit à elle-même, elle se retrouve avec un encours de crédit conséquent, mais une nouvelle banque qui pourrait vous financer, que ce soit pour une résidence principale ou pour un investissement locatif, repartirait de zéro, et surtout, si cette banque-là n'a pas le même service de cautionnement que la banque qui vous a prêté, elle repart vraiment de zéro sur l'encours de crédit qu'elle pourrait vous prêter. Voilà. Merci. Si tout est bon, on vous remercie pour votre attention. On espère avoir été clair, précis et surtout compris dans toutes nos explications. On va pouvoir manger et boire un petit coup et on vous remercie vraiment pour votre attention.